Aujourd'hui, une émission spéciale de La Parole aux mordus de politique. On se fait plaisir et on espère vous faire plaisir aussi. Pendant 1h30, on aborde ce qui est peut-être un peu mystérieux pour vous, la réalité des journalistes en zone de guerre. Nous vous invitons à poser des questions à 3 collègues qui ont couvert la guerre Israël-Hamas sur le terrain pendant plusieurs jours. Comment travaillent-ils? Quels risques prennent-ils? Quels souvenirs ils gardent de leur passage en Israël? Comment voient-ils cette guerre? Posez vos questions en nous écrivant à l'adresse suivante par courriel mordu avec un S @radio-canada.ca. Avec moi donc pour les 90 prochaines minutes, Céline Galipeau, chef d'antenne du Téléjournal de Radio-Canada, et Jean-François Bélanger et Yannick Dumont-Baron, journalistes. Madame, messieurs, bonjour. Bonjour, Sébastien. Merci. On est très plaisir de pouvoir compter sur vous sur le plateau et les téléspectateurs aussi. Je vous avoue que depuis 2 jours, on a publicisé l'émission. On a reçu énormément de questions. Donc, vous allez répondre au cours des prochaines minutes aux questions du public. On va juste le temps de se raccrocher peut-être un peu à l'actualité. Les appels au cessez-le-feu qu'on commence à entendre. Emmanuel Macron a évoqué, le président de la France a évoqué ça hier. Mélanie Joly a évoqué aussi cette possibilité au cours des dernières heures. Vous, de votre expérience terrain, Céline, est-ce que vous avez l'impression que c'est possible ou qu'Israël veut encore poursuivre cette guerre jusqu'au bout? Israël a accepté des pauses humanitaires de 4 heures par jour pour permettre aux gens de descendre du nord vers le sud. Les gens, vous savez, il y a 50 000 personnes par jour qui descendent parce que c'est la zone des combats, il y a des bombardements. Mais est-ce qu'Israël va arrêter son offensive avant d'avoir atteint ses objectifs militaires? Je ne pense pas. Je pense que le gouvernement est très déterminé à détruire, éradiquer le Hamas, détruire les fameux tunnels, détruire les stocks d'armes du Hamas. Donc, avant que cet objectif ne soit atteint, je pense que c'est illusoire de penser qu'il y aura un cessez-le-feu. Il y a eu énormément de pression internationale jusqu'à maintenant et le gouvernement maintient qu'il n'y aura pas, même pas de trêve, une trêve seulement si les otages sont libérés. Donc, je pense que pour l'instant, le gouvernement demeure déterminé à aller jusqu'au bout de ses objectifs. Et Jean-François, la question qui commence à se poser, c'est à quel prix aller jusqu'au bout, justement, au prix de vies humaines innocentes? Ça, est-ce que ça rentre dans l'équation? Il faut comprendre le contexte historique à tout ça. D'abord, j'ai vécu des précédentes campagnes de bombardement. J'étais là, par exemple, en 2012, sous les bombes israéliennes à Gaza. Je suis retourné en 2021, encore une fois, quelque chose de similaire, mais de bien moindre intensité. Il y avait une politique traditionnelle côté Israël qu'on appelait tondre le gazon, essentiellement. Donc, il s'agissait de un peu dépasser, de couper les têtes qui dépassent. Vous me pardonnerez l'expression, elle n'est pas de moi. Qu'il s'agit en fait de tuer ou se débarrasser des terroristes les plus dangereux, des gens les plus dangereux du Hamas, ceux qui posaient le plus de problèmes. Là, on est dans un autre paradigme totalement. C'est-à-dire que là, vraiment, Israël a été piqué au vif par les événements du 7 octobre dernier et on veut en finir. C'est la première fois qu'on entend des discours aussi forts de la part de Benjamin Netanyahou, qui pourtant nous a habitués à un discours assez martial, et de la part aussi du ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui est aussi un vautour, qui est prêt à aller jusqu'au bout. Et là, ils sentent qu'ils ont l'occasion, pour une fois, d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que habituellement, les voix qu'on entend, les appels au cessez-le-feu dans la communauté internationale, ils apparaissent beaucoup plus tôt que ça. C'est-à-dire qu'après, j'allais dire, quelques centaines de morts à Gaza, déjà, les gens commencent à dire « Attention, il faut faire attention, il y a des pertes de vie civile, il faut arrêter ». Là, ils savent qu'ils ont beaucoup plus de marge de manœuvre, ils peuvent aller beaucoup plus loin, d'autant plus que dans l'opinion à l'intérieur du pays, elle est finalement assez derrière le premier ministre, même si Netanyahou est vraiment pas populaire, pour plein de raisons qu'on pourra peut-être aborder, il sent qu'il peut aller jusqu'au bout et ils vont aller jusqu'au bout. Ils veulent vraiment faire le ménage et se débarrasser des tunnels. Et là, ils sont déjà dedans. Je vois mal comment ils s'arrêteraient maintenant. Il n'y a pas d'incitatif. À partir du moment où les otages, on sent presque c'est pas la priorité absolue. C'est une deuxième priorité. C'est d'abord se débarrasser du Hamas. Ensuite, éventuellement, essayer de libérer les otages. On le sent, même si c'est pas dit de façon très claire. Donc, on voit mal quel serait l'incitatif de s'arrêter maintenant. Et Yannick, est-ce que vous sentez les Israéliens, de ce que vous avez vu sur le terrain, évidemment, c'est pas scientifique, là, mais les Israéliens sont... Est-ce qu'il y a des appels à la paix du côté israélien ou c'est encore des appels à la guerre? Il y a énormément d'appels à la guerre, à se défendre. Je pense qu'on l'a probablement tous senti que c'est existentiel de leur point de vue, c'est-à-dire on a été attaqué, l'État d'Israël est menacé, donc on va se défendre et on va le faire de manière assez forte. Jusqu'à présent, on voit même, je pense que c'est Joe Biden hier qui disait « ça va pas aussi vite que je le souhaiterais, l'idée de faire une pause ».
les Américains ont peut-être la puissance et une façon de pouvoir contrôler Israël, mais ils ne le font pas pour l'instant. Donc, on sent que les signaux sont là. Il y a aussi, il faut le dire, des Israéliens qui vont dire peut-être que la façon dont les opérations se déroulent présentement à Gaza, c'est pas la meilleure. Il y en a peut-être d'autres militairement parlant. Notamment, il y a beaucoup de familles qui ont des otages là-bas, qui disent on devrait faire autre chose. Ces voies-là, elles existent, mais en fait, c'est mon sentiment, là, mon impression, c'est qu'elles sont un peu noyées dans la masse de gens en Israël qui dit il faut absolument se défendre, c'est un problème existentiel. Il y a très peu de voix discordantes, en fait. Les seules sont vraiment les familles des otages, et pas toutes les familles des otages, parce qu'il y a certaines familles d'otages qui disent qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, on bombarde comme ça met en danger la vie de nos proches. Puis il y en a d'autres qui disent mais on n'a pas le choix, parce que comme on l'a tous senti, c'est tellement viscéral ce qui s'est passé. C'est tellement important le traumatisme que vivent les Israéliens parce que le Hamas est venu en territoire israélien, s'en est pris aux gens dans leur maison, c'est venu chercher ou rappeler, raviver les souvenirs de l'Holocauste. Il n'y a pas eu de massacre de Juifs depuis aussi dur depuis l'Holocauste. Donc pour les Israéliens, c'est vraiment... Je pense qu'il y a une grande solidarité dans la population. Peut-être tout le monde n'est pas d'accord avec les méthodes, mais tout le monde, en ce moment, parce qu'il serre les coudes, parce que c'est la guerre, est solidaire de l'armée, des soldats et de la démarche du gouvernement. Même si beaucoup disent, après ça, Netanyahou, il va devoir partir. Là. Mais... Puis on verra aussi le après, qu'est-ce qui arrive de la bande de Gaza une fois détruite et pilonnée comme elle l'a été. Vous êtes ici, non pas pour répondre à mes questions, mais pour répondre aux questions du public. C'est un exercice sans filet. Vous sautez dans la conversation quand vous le voulez, si ça vous convient. On va commencer par un courriel de François Rénal qui vous demande « Pourquoi les reportages des correspondants qui couvrent le conflit ne nous parviennent jamais directement de la bande de Gaza? Comment rendre compte de la réalité des Palestiniens sans y être? » Parce que ça, c'est très particulier. Vous ne pouviez pas, Jean-François, aller dans la bande de Gaza. Je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Par rapport au conflit précédent, en 2012, par exemple, en décembre 2012, on pouvait être sur place. C'était pas évident, on pouvait obtenir une autorisation, se faufiler à l'intérieur et on nous avertissait, l'armée israélienne nous avertissait qu'on y allait à nos propres risques. Ils ne pouvaient pas garantir notre sécurité, mais on s'en allait dans des hôtels qui étaient habités par des journalistes et, a priori, on comptait sur le fait que les forces israéliennes savaient qu'il y avait des journalistes là-bas et savaient qu'on n'était pas des cibles. Et on croisait les doigts. Ça bombardait fort la nuit, le jour, tout autour. Mais a priori, les journalistes n'étaient pas visés et on pouvait réussir à faire notre travail en évitant des cibles évidentes. C'est-à-dire qu'on évitait d'être trop proche, par exemple, d'un poste de police du Hamas ou si on savait qu'il y avait des endroits d'où ils lançaient des fusées, par exemple, des roquettes, on évitait d'aller se mettre à côté parce qu'on savait que c'était une cible évidente. Mais on pouvait faire notre travail, rencontrer des gens de la population. 2021, la dernière fois que je suis allé, en mai, et là, c'était autre chose. C'est-à-dire qu'Israël nous a laissé entrer les journalistes après la campagne de bombardement. C'est-à-dire qu'une fois que tout a été terminé, on a pu entrer pour aller constater les dégâts, parler à des gens, recueillir des témoignages. Mais c'était impossible d'y aller pendant. Ils ont vraiment tout bouclé. C'était impossible de rentrer, évidemment. Pour connaître un petit peu Gaza, il faut comprendre qu'il y a une enceinte tout autour. Il y a des points de passage. Et Israël contrôle, pour l'essentiel, les points de passage. Enfin, le point de passage, donc le point de passage de RS qui est situé au nord. Impossible d'y aller autrement. Donc, ceux qui y étaient au moment du début de l'offensive, les journalistes qui y étaient, ont pu continuer à témoigner de la situation. Les journalistes étrangers ne pouvaient pas rentrer à ce moment-là. Donc, tous des journalistes locaux qui sont sur place. Donc, effectivement, tous ceux qui peuvent témoigner de ce qui se passe là-bas, c'est des gens qui sont des journalistes locaux qui travaillent pour parfois des entreprises étrangères, rarement, mais des agences, par exemple. Il y a des grandes chaînes comme Al Jazeera, comme la BBC. Reuters, par exemple, AFP. New York Times. Mais donc, Yannick, les images qui nous parviennent de la bande de Gaza ou les témoignages qu'on a entendus dans vos reportages, c'est qui les collecte? Comment on met la main sur ces images et ces témoignages? Il y a deux sources, en fait. Il y a tout ce qui sort sur les réseaux sociaux. Et après, il faut faire un travail de vérification qui est cette personne-là, qu'est-ce qu'elle dit. Et donc ça, c'est les choses qui peut-être viennent à nous, qui sont sur nos fils. Et la crédibilité, il faut vraiment pouvoir la mesurer, ce qui n'est pas toujours facile. Et il y a ce que nous, on peut aller chercher. Donc, on sait qu'il y a des Canadiens, on sait qu'il y a des étrangers qui sont là, ou même des Palestiniens. On peut entrer en contact avec certains d'entre eux. Téléphone cellulaire, quand Internet fonctionne aussi. Internet était coupé, mais on a compris que ceux qui avaient des cartes SIM
étrangères, donc égyptiennes par exemple, avaient accès à Internet. C'est vraiment l'Internet palestinien qui semble avoir été touché, enfin de ce que j'en ai compris. Donc, certaines personnes, on pouvait communiquer. Donc, toujours à distance. C'est toujours à distance. La seule façon jusqu'à présent d'être dans la bande de Gaza, c'est d'accepter les conditions de l'armée israélienne, de les accompagner. On va où ils veulent, ils vérifient les images, il y a un paquet de choses qu'on ne peut pas montrer. Donc, il y a cette possibilité-là, ce qui fait qu'on a vu quelques médias commencer à faire ça tranquillement, mais... C'est très récent, d'ailleurs. Ça vient tout juste de commencer. Vous me disiez que ça avait commencé au cours des derniers jours, mais donc, comment ça se passe? Dans la mesure, les journalistes embarquent avec l'armée israélienne, puis ils sont à la merci... Il y a un choix qui est fait à l'origine par l'armée israélienne de décider quel réseau va y aller. Ils ont commencé par les réseaux américains, ensuite certains réseaux britanniques, les Français, et puis bon, après ça, il y a toute une liste. Tout le monde se met sur la liste, même si on sait à quel point c'est restrictif comme couverture, parce qu'on rentre avec l'armée israélienne, donc on peut prendre quelques images et on va interviewer la personne qui est responsable de ce groupe de journalistes. Et puis, on va voir un petit peu ce qui se passe autour. Mais c'est juste à l'entrée de Gaza, donc à Beth Hanoun. C'est la première ville à l'entrée, quand on rentre dans la bande de Gaza par le point de passage d'Eretz. Et tout est contrôlé. Ils contrôlent ensuite les images qu'on va mettre, parce qu'il ne faut pas mettre en péril les opérations et les soldats israéliens. Et on a le droit... Le texte, il ne touche pas au texte. Mais sinon, il y a quand même une forme de censure qui s'exerce. Mais c'est peut-être la seule façon d'aller sur le terrain et de constater le peu qu'on peut constater sur le terrain pour les journalistes étrangers. Parce que, vous savez, les journalistes qui couvrent tous les jours et qui nous envoient ces images, eh bien, leurs familles sont en train de mourir, leurs proches, il y en a qui apprennent en ondes, en train de raconter ce qui se passe, que leur famille a été touchée, qu'ils ont perdu leur épouse, leurs enfants. Ce sont les journalistes palestiniens qui mettent leur vie en danger. Enfin, les journalistes qui travaillent pour des réseaux souvent arabes qui sont en danger. C'est dans un de vos reportages, peut-être Jean-François, où une journaliste disait que c'est dur de garder une distance par rapport à notre sujet, parce qu'ils vivent la guerre eux aussi. Il ne faut pas oublier que tous les journalistes qui sont actuellement à Gaza, qui témoignent de la situation, sont eux-mêmes des réfugiés, des déplacés internes. Eux-mêmes, pour la plupart d'entre eux, vivaient dans la ville de Gaza, qui est située dans le nord de l'enclave. Ils ont dû, comme tout le monde, plier bagages, amener femmes et enfants, et femmes, ça peut être aussi un mari, je veux quand même préciser, et se diriger vers le sud, essayer de trouver la sécurité, assurer, j'allais dire, la logistique pour leur famille, mettre leur famille en sécurité. Puis ensuite, après ça, essayer de trouver les moyens de diffuser leurs images. Pour des reportages, des reporters télé, par exemple, il faut avoir accès à une antenne satellite, par exemple, pour envoyer. Il n'y a plus d'Internet, il faut avoir accès à de l'électricité, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, ils exercent leur travail dans des conditions absolument terribles. Évidemment, ils ne dorment pas beaucoup, on le comprend, on le voit aisément. Puis Céline l'a dit. Leur famille est elle-même à risque. On a parlé du journaliste de Wael Dardouf de Al Jazeera, qui est sa femme, deux de ses enfants, son petit-fils sont morts. Il l'a appris alors qu'il était en direct à l'antenne. Donc, ils payent un prix très, très lourd, ces journalistes-là. Mais en même temps, ils étaient tout seuls pour informer le reste de la communauté, d'information internationale. presque. Donc, c'est un travail extraordinaire qu'ils ont pu faire au fil de tous les jours, malgré les bombardements, malgré les attaques. Ils ont continué à produire ces reportages qui étaient notre source d'information. Parce que je pense qu'il faut le préciser, quand l'armée israélienne nous invite, c'est dans une zone où il n'y a plus de civils. Ouais. Donc, les seuls témoignages de civils qui sortent, ce sont ces journalistes palestiniens qui nous les donnent. Ceux qui travaillent pour l'AFP, Reuters ou les autres. Les journalistes étrangers vont accompagner l'armée israélienne dans des villes désertées où il y a peut-être encore des combattants du Hamas, mais il y a surtout des ruines. Oui. Donc, les images que nous, on pourra voir, ce sont des ruines qu'on pourra nous montrer qui sont nos images. Sans parler à des gens qui habitaient ces ruines ou qui essaient de faire leur vie. Puis on accepte ça, Céline? C'est-à-dire, comme journaliste, c'est la seule façon, finalement, d'entrer dans la bande de Gaza. Donc, pour les journalistes étrangers, pour le moment, c'est la seule façon de rentrer dans la bande de Gaza. Donc, oui, on va l'accepter en expliquant les contraintes qu'on doit suivre. C'est-à-dire que les journalistes qui ont pu y aller expliquent qu'ils ont accompagné l'armée, dans quelles conditions ça s'est passé, combien de temps ils ont pu rester, parce qu'en général, c'est 1 heure, 1 heure et demie, et ce qu'on leur a montré. Donc, les Israéliens ont montré, par exemple, des sorties de tunnels, en disant, voilà, les tunnels, ils sont cachés dans la population, etc. On peut leur poser toutes les questions qu'on veut, ils peuvent répondre ou pas. Exactement. Mais je pense que c'est
peut-être la seule façon d'avoir nous-mêmes un sentiment de ce qui est en train de se passer sur le terrain. Ce qu'il rapporte d'ailleurs, c'est la destruction, parce que c'est ça qui est le plus évident. La ville où on les amène, tout est détruit. Tout est détruit. Alors, c'est vrai que les Israéliens montrent, par exemple, je voyais dans un reportage d'un collègue de la BBC, montrent une fabrique d'armes artisanales. C'est dans un immeuble d'habitation et au-dessus, les Israéliens nous montrent la famille, le reste du logement d'une famille, en disant, voilà, ils se cachent parmi la population. Comme pour corroborer qu'ils utilisent la population comme un bouclier. Exact. Ouais. Mais c'est peut-être la seule façon, la seule petite ouverture qu'on a. Donc, c'est sûr que les journalistes vont essayer de le faire en expliquant, en étant très transparent. Voilà, c'est ça. Yannick? Non, ce que j'allais juste dire, c'est que dans ce reportage-là, on voit bien qu'il y avait une famille avec des enfants, mais on ne sait pas qui sont ces gens-là. Est-ce que c'était des gens qui étaient très connus, associés au Hamas, ou est-ce que c'était une famille innocente et que... Donc, accrédité ou non, jusqu'à quel point cette thèse du Hamas, on n'a pas le contrôle sur ça. On est aux mains de l'armée israélienne quand on est là. Mais on sait qu'il y a des milliers et des milliers de morts. Et maintenant, les Américains commencent à dire que probablement que le chiffre, non seulement les chiffres du Hamas sont probablement vrais, mais c'est probablement plus élevé que ce que nous dit le Hamas. Donc... Il y a un truc qui est important de préciser aussi. C'est qu'il suffit d'aller à Gaza au moins une fois pour comprendre que il n'y a pas une coupure nette en disant, quand Israël dit on veut se débarrasser du Hamas, éradiquer le Hamas, on ne peut pas décider tout à coup, le Hamas, c'est ça et ça, c'est pas... C'est pas écrit dans leur front. D'une part, le Hamas contrôle tout à Gaza. Les écoles, c'est le Hamas. La police, c'est le Hamas. Les transports, le gouvernement, c'est le Hamas. Ouais. Et donc, tout le monde, la poste, et ils contrôlent les hôpitaux, ils contrôlent tout ce qui entre et ce qui sort. Enfin, ils peuvent prélever une dîme sur tout ce qui entre. Et donc, il y a un contrôle total de tout ce qui se passe à Gaza. Et évidemment, les gens, et ça, c'est contrôle total depuis 2005. Donc, les gens qui habitent là, forcément, ont besoin d'être au moins en bon terme avec le Hamas s'ils ne veulent pas être eux-mêmes ostracisés. Donc, le Hamas, c'est tout le monde. Qu'ils aient le soutien actif ou non réel de la population, on ne le saura pas avant qu'il y ait une vraie élection libre. Mais dans les faits, c'est que tout le monde... Pour survivre, c'est imbriqué, ça fait partie de la société. C'était assez autoritaire et il ne tolérait pas beaucoup de dissensions non plus. Donc, ce qui est intéressant, parmi les gens qui fuyaient, il y a une dame qui disait « ça, c'est la faute au Hamas » et elle les insultait. Et assez rapidement, elle parlait, il y avait une caméra qui était là et il y a une main qui est arrivée pour l'empêcher de parler. Donc, pour lui mettre la main sur la bouche? Oui, pour la censurer. Donc, on voit bien aussi que la situation, elle est compliquée pour les civils. Le contrôle aussi du Hamas. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.